bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Alioune. Tout à l'heure, nous allons recevoir Madame Fatou Diop qui viendra nous présenter son nouveau roman intitulé Le venin du destin, ainsi qu'Ali Beta qui viendra nous présenter son nouveau projet intitulé Noun. Mais tout de suite, nous allons recevoir un pharmacien, nutrithérapeute, coach en développement personnel, santé et bien-être. Il est le fondateur de l'Académie de la vie en action. Il vient échanger avec nous ce soir sur la crise sanitaire et sur la santé en général. Nous accueillons le docteur Keba Tamba. Bonjour. Bonsoir docteur. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci, merci. Comme je viens de le dire, vous êtes pharmacien, nutrithérapeute, coach en développement personnel. Ça fait beaucoup de choses quand même pour un pharmacien de formation. Oui, en fait, c'est facile à comprendre parce que étant pharmacien, après la pharmacie aussi, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et je me suis orienté vers ce qu'on appelle le coaching en santé bien-être. Et quand on parle, en fait, on définit le bien-être, ce n'est pas un seul volet. Il y a plusieurs paramètres qu'on doit intégrer pour pouvoir accompagner les gens. Absolument. Et comme je l'ai dit souvent, nous sommes arrivés à un moment où seul l'aliment ne peut pas suffire pour couvrir le bien-être dans sa globalité. Aujourd'hui, nous savons que l'état d'esprit a un impact direct sur la qualité de la santé des populations. Absolument. Donc il faut obligatoirement que quelqu'un qui décide d'accompagner les populations pour assurer un bien-être de qualité puisse être aussi capacité sur plusieurs volets pour pouvoir les accompagner. Absolument. Quand je parle d'état d'esprit, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le stress est un mal du siècle aujourd'hui. Donc, Absolument. faire du coaching impose à la personne de pouvoir être capacité sur la gestion du stress pour pouvoir éventuellement... Avant d'en venir au stress, parce que vraiment c'est quelque chose d'assez important, par rapport à la nutrition, on sait bien que comme celui qu'on appelle le père de la médecine disait que Hippocrate, il disait que votre aliment soit votre médicament, votre premier médicament. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent vous voir par rapport à l'alimentation, par rapport à nous, la manière avec laquelle on se nourrit? Est-ce qu'au Sénégal, on s'alimente bien? Oui, en fait, je le dis souvent, le gros problème que nous avons à l'UNE, c'est que malheureusement, dans notre processus, même sur le plan académique, on n'a jamais bénéficié d'une éducation nutritionnelle ou bien d'une éducation alimentaire. Personnellement, j'ai été même surpris le jour où on m'a posé la question de si je savais exactement quel était le but de l'alimentation. Malgré ma formation de pharmacien, je ne savais pas exactement quel était le but de l'alimentation, jusqu'à ce que je sois dans cette formation sur la nutrithérapie, qu'on m'ait posé cette question, que moi-même je réalise exactement quel était le but de l'alimentation. Et quel est le but de l'alimentation? C'est de nourrir nos cellules à lui. Ce n'est pas de remplir l'estomac. Absolument. Et nous, dans la perception globale, quand nous mangeons, nous sommes focalisés sur l'estomac. Aujourd'hui, quand je prends par un céréales... Nous sommes aussi focalisés sur l'énergie. On te dit prendre des forces, rien que le fait de prendre des forces, même c'est un peu générique. On a le terme énergie, mais on ne sait pas exactement. Peut-être on va y revenir aujourd'hui. Parce que pour le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, les gens doivent comprendre l'importance de l'énergie cellulaire dans la réactivité, dans ce qui fait guérir même la personne. Absolument. Sans énergie, on n'est rien. Le corps humain, la vie, c'est de l'énergie. La preuve aujourd'hui, quand vous voyez même dans les services de réanimation, quand une personne décède, vous voyez que son niveau d'énergie revient à zéro. C'est ce qui montre que tout est énergie. Mais d'où provient cette énergie? Et qu'est-ce qui fabrique cette énergie? Ça nous permet de revenir sur l'utilité de l'alimentation. Manger, c'est une fonction, en fait, c'est un besoin essentiel. Mais il y a une fonction essentielle qu'on doit aller rechercher dans une alimentation. Mais vous comprenez, c'est un besoin essentiel, je dirais même instinctif, naturel. La personne qui mange, la plupart des personnes qui mangent ne se posent peut-être pas forcément la question de savoir si je vais nourrir mon énergie ou si je vais essayer d'avoir un plus d'énergie. La personne dit, écoutez, instinctivement, naturellement, j'ai faim, j'ai envie de manger, de me faire plaisir. Oui. Mais c'est derrière cet instinct que se cache la nature ou bien le créateur. Parce que si on avait reçu une éducation, au-delà de l'instinct de s'alimenter, on devrait aussi chercher à comprendre qu'il y a une fonction principale de l'alimentation. Et c'est ça qui doit orienter le choix des aliments que nous allons manger. Absolument. Parce que quand je mange, je me pose une question. Est-ce que l'aliment que je prends, que je vais consommer,
Est-ce que cet aliment va me soigner pour rejoindre ce que Hippocrate Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Ou bien est-ce que cet aliment va me détruire, va m'encrasser? C'est la question qu'on doit se poser. Et c'est ça qui fait la différence totale entre quelqu'un qui a une éducation nutritionnelle et quelqu'un qui est dans la masse de façon globale. Et c'est pour ça que nous disons souvent aux personnes qui viennent dans nos formations, l'information que vous allez recevoir va vous permettre de vous différencier de la masse. Vous n'allez plus manger comme la masse et vous n'allez plus vous comporter comme la masse. La conséquence... Ce que vous dites est tellement intéressant, à tel point qu'on peut voir des gens jeter des aliments ou une partie des aliments qu'ils auraient dû peut-être manger. Parce qu'on n'a pas été formé, éduqué. Souvent, on jette ce qu'on aurait dû peut-être manger et on mange ce qu'on aurait dû jeter. Est-ce bien cela? Malheureusement, c'est le constat aujourd'hui. Et pour encore revenir sur la question de Alioune, ce n'est pas un problème sénégalais, c'est mondial. La malbouffe, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une pandémie. Regardez les pays dans lesquels on a le plus de morts. C'est dans ces pays qu'on a vraiment des pandémies de maladies qui sont liées à la malbouffe. Pourquoi les États-Unis enregistrent autant de décès? Parce que la population est malade. Et quand la population est malade, avec un niveau d'énergie très bas, mais toute chose qui pénètre dans le corps, mais on trouve un terrain déjà anéanti, donc tout est possible. Donc, ce qui est important, c'est que si on n'a pas la bonne information, nos actes ne seront pas des actes conséquents et on ne pourra jamais agir avec la conscience nécessaire pour que chacun comprenne que l'alimentation a une fonction, je me soigne avec ce que je mange. Comment avoir la bonne information? Oui, ça c'est pour ça que nous déjà on s'investit pour communiquer. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui vont écouter cette émission auront quand même quelques éléments qui vont les aider à bâtir une santé. Comme je l'ai dit, la santé, ça se construit de façon permanente. Et on doit même développer des rituels, comme nous le faisons sur le plan religieux, pour prier, respecter tout ce qui est recommandation sur le plan religieux. C'est comme ça que chacun aussi doit construire des habitudes, des rituels pour bâtir sa santé. Pour en venir, c'est précisément de ça dont je voulais parler. Parce que quand vous parlez de rituels, 5 prières par jour, le rituel aussi, nous, auquel on est habitué depuis notre naissance, c'est 3 repas par jour. Exactement. Maintenant, lors de ce rituel-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on prend le petit déjeuner comme on devrait le faire? Est-ce qu'on prend le déjeuner comme on devrait le faire et le dîner? Qu'est-ce qu'on doit manger? Exactement, ça passe déjà à chercher à savoir lequel des repas est le plus important déjà. Est-ce qu'il y a un repas plus important? C'est le petit déjeuner. Vous m'avez parlé d'énergie. Actuellement, on est en train d'échanger. On utilise de l'énergie. Si au préalable, moi, dès le matin, je ne me suis pas rechargé en aliments qui vont permettre à mes cellules de produire de l'énergie de qualité et en quantité pour que je puisse disposer d'une énergie qui va me permettre de pouvoir assumer toutes les actions que je vais poser. Parler, c'est de l'énergie. Se reposer, c'est de l'énergie. Donc, si mon petit déjeuner ne me garantit pas cet apport, la conséquence, c'est de l'autodestruction. Donc, il faut que je forcément, je pose une question pour qu'il va rejoindre celle de Alioune. Quelqu'un qui se réveille et qui jeûne. Oui. Il n'a pas mangé et pourtant il va trouver une certaine énergie qui va lui permettre de penser, de réfléchir, de travailler. Est-ce que l'énergie peut être perçue exclusivement sous cet angle-là du petit déjeuner indispensable? Beaucoup de gens n'arrivent pas à ingurgiter quoi que ce soit le matin. Ils prennent un café, ils sont d'aplomb, mais ils se tapent un bon repas déjeuner à midi et demi, c'est-à-dire pas à 15 h comme on a l'habitude de le faire maintenant. Et ils sont... Est-ce que le corps ne s'adapte pas? Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais peut-être il n'y a pas de loi universelle concernant le petit déjeuner, le bien-être des populations, chacun avec son métabolisme, sa santé, son corps, ses habitudes, ses rituels? Déjà, la première réponse, nous avons tous les mêmes types de cellules. Le corps humain est identique, qu'on soit africain, asiatique, américain, c'est le même fonctionnement que nous avons. Pour répondre déjà par rapport aux gens, même dans le jeûne, il est recommandé de faire le khud. Le khud, c'est quoi? C'est le petit déjeuner. La pertinence même de votre question, ou bien de votre contribution, c'est que les gens doivent comprendre. Le fait de ne pas prendre le petit déjeuner et qu'on pense qu'on est assez bien d'aplomb, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton corps. Tes cellules sont en train d'aller piller dans tes réserves pour fabriquer de l'énergie. Maintenant, c'est ce pillage de façon permanente. Pillage. C'est un pillage qui se fait. Mais parfois, c'est bénéfique. Parce que quand on a un excès de... Comme maintenant, nous tous, nous avons des excès de stock de graisse qu'on veut éliminer. Donc, parfois, le jeûne... Non, dans le jeûne, c'est une autre particularité. Là, je vais peut-être revenir sur les bienfaits du jeûne. Mais juste pour répondre au fait que les gens ne prennent pas le petit déjeuner, ils sont d'aplomb, pensent que non, c'est pas un repas indispensable. C'est que ce qu'ils ignorent,
c'est que les cellules sont en train d'aller piller dans les réserves pour fonctionner, pour produire de l'énergie. L'un des minéraux le plus pillé, c'est le calcium. Où est-ce qu'on prend du calcium? C'est dans notre tissu osseux. Il a besoin de magnésium, il va aller prendre dans tes muscles. Il a besoin de potassium, il va aller prendre dans ton cœur, dans tes organes. Il a besoin d'autres minéraux, c'est dans ton cartilage. Maintenant, si systématiquement, tu as un mode de vie qui exclut le petit déjeuner, la conséquence, c'est que pendant des années, tu es en train de piller tes organes. Et l'organe qui sera le plus pillé en ce moment va déjà être en dysfonctionnement, et c'est là où la maladie va se développer. Vous dites que le petit déjeuner est incontournable, important, fondamental. Qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? Excellent. Ça répond au but de l'alimentation. Mon petit déjeuner doit me permettre d'avoir tous ces minéraux, tous ces éléments qui doivent permettre à mes cellules de fabriquer de l'énergie de qualité. Et c'est ça qui m'impose à comprendre que quand je mange un aliment, ça ne doit pas être un aliment mort. Ça veut dire quoi? L'aliment doit être dans son processus de vie. De sorte que ses besoins en vitamines, ses besoins en micronutriments, ses besoins en enzymes doivent être contenus dans l'aliment que je vais manger. Et c'est à partir de cet instant que quand je vais ingérer cet aliment, mes cellules vont se retrouver dans cet aliment, pouvoir maintenant assimiler ces minéraux et produire l'énergie nécessaire, mais surtout fonctionner de la meilleure des façons. Donc la question à 1000 €, c'est quel est l'aliment qui est mort? Et quel est l'aliment qui est mort, c'est aujourd'hui... Vous avez répondu à moitié. À Je me moitié, réveille, qu'est-ce qui pourrait être le bon petit déjeuner? Exactement. Sur la table, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Il faut d'abord nous dire déjà vous dire quel est l'aliment mort, c'est le type d'alimentation que nous avons aujourd'hui. Et qui fait aujourd'hui qu'on parle d'aliments de malbouffe. Nous avons une alimentation transformée. Ça veut dire quoi? Nous avons pensé en ce moment de l'évolution de l'humain que c'est plus la gastronomie, c'est-à-dire le goût, qui prime sur l'alimentation. Et nous avons essayé de transformer tous nos aliments. De sorte que ce qui est servi sur la table, c'est des aliments qui ont été transformés, qui ne sont plus consommés à leur état naturel. Quand vous mangez votre tchéboudienne, c'est combien d'heures de cuisson? 2h30, 3h. 3h30. Et retenez un principe très simple. Tout ce qui est essentiel pour nos cellules, au-delà de 40 degrés, tout disparaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut au petit déjeuner, concrètement? Quand je parle d'alimentation vivante, c'est un aliment qu'on peut manger. Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, des exemples concrets? Mais le plus important, comme je le dis, c'est le principe. Si vous comprenez le principe, ça devient plus facile. Parce que l'alimentation vivante, en ce moment, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on peut manger sans transformer. Et la conséquence, vous savez, c'est quoi? C'est un fruit que vous pouvez manger. Vous prenez une banane, vous l'épluchez, vous la mangez. Et maintenant, là aussi, se pose le problème de la conservation. Vous parliez tout à l'heure d'énergie. Est-ce qu'un fruit qui a fait 5000 km, qui a été congelé, qui nous revient après décongelé et qui a été récolté peut-être l'année dernière, est-ce que ce fruit-là contient toujours assez d'énergie? Dans tous les cas, il y a des déperditions sur le plan de la valeur nutritionnelle. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est notre mode de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez manger quelque chose que vous cultivez, il faut que vous sortiez de Dakar pour aller vous-même, dans votre ferme, cultiver ce que vous allez manger. Mais la réalité fait que... l'acheter de quelqu'un qui l'a cultivé. Oui, je suis en train d'expliquer. Le principe, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la demande est plus forte que la production. Les gens sont obligés aussi de faire face à cette réalité-là. Maintenant, le plus important, manger une banane qui a suivi tout ce processus-là, c'est 10 fois meilleur que manger mon pain, qui est un aliment mort, qui a fait peut-être quoi, 30-40 minutes dans un four. Un pain. Oui. Mais je veux dire, le pain, c'est à la limite, je ne dirais pas un aliment sacré, mais un aliment essentiel. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle le mystère du pain. Non, c'est vrai, le pain. Oui. Le pain, il y a une symbolique dans le pain. Déjà, le pain, c'est un aliment qui est assez mystérieux. Je suis d'accord. Parce que le pain, vous l'emballez pas, vous ne le lavez pas. Il passe entre toutes les mains. Vous le mangez et vous restez en forme. Maintenant, il faut dire quel type de pain est bon. Quel que soit le type de pain, la seule chose à retenir, quand j'ai parlé d'alimentation vivante et d'alimentation morte, vous pouvez concevoir qu'un aliment qu'on met dans un four à une température aussi élevée, qu'est-ce qui va rester d'utile pour nos cellules? Et la viande. Après, la viande, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la transformation. Et le poisson, on peut pas... Le poisson, mais là, le poisson, il y a cru. Pourquoi certains, même le cru, même dans tous les cas, ce qui est important, même si on le transforme, il y a par exemple, les protéines vont rester. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel aujourd'hui dans l'alimentation. Nous parlons de micronutriments. Ce sont ces petits éléments que nous avons dans les aliments, comme le calcium, le potassium, le chrome,
le sélénium. Ces aliments qui sont essentiels pour avoir une excellente santé. Non, mais c'est que moi, là, je bug, quoi. J'ai un petit problème par rapport au pain. C'est-à-dire, il faudrait me dire, tel pain est bon. Je suis totalement d'accord avec lui. Non, parce qu'il faut me dire le pain qui est pas... bon, du pain à partir du mil, du pain à partir du maïs, du pain qui est complet, qui a gardé tout, voilà, toutes ses teneurs. Je veux dire, la céréale est complète. Je veux dire, il y a forcément un pain qui doit être un bon pain. Oui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, Alioune. Quelle que soit la valeur nutritionnelle de la matière première au départ, mais le produit fini, il a subi un processus. Oui, mais peut-être parce que le processus de panification est un processus qui est important. Oui. Les levures que vous avez dedans, tout ça, c'est des... Même les levures, c'est un autre problème. Oui, non, mais non, je veux dire, c'est quand même bon pour la santé à un moment donné. Non, en fait, ce que je veux dire par rapport au pain, c'est un aliment aujourd'hui culturellement bien ancré dans nos habitudes. Oui, mais ça dépend de quel type de pain. Le pain qu'on peut aller prendre peut-être à la baguette à 150, peut-être cette baguette-là, oui, peut poser problème. Mais je veux dire que dans le pain, il y a quelque chose quand même d'essentiel. La chose qui est dans le pain, qui semble être aujourd'hui quelque chose qui, pour nous-mêmes, est en train de détruire la population, c'est sa forte teneur en sucre. Pourquoi on a autant de diabétiques à l'île? Le gluten. Le gluten, c'est un autre problème. Le gluten induit ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, par le fait que ça induit ce qu'on appelle une porosité intestinale. Mais rien que le sucre, quand vous voyez aujourd'hui mes parents sérieux qui prennent... Parce que c'est la farine qui est... C'est la farine qui contient du sucre. C'est la farine blanche qui a été transformée. Exactement. Parce que là, on en revient aux produits ultra transformés. Exactement. Mais la farine qui n'est pas transformée, une farine qui est une farine... je ne dirais pas bio, mais une farine à partir de céréales complètes non transformées, que ce soit du pain noir, que ce soit du pain complet, là, je pense que c'est autre chose quand même. Quelle que soit la céréale utilisée. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut se passer du pain. C'est ce que je vous fais comprendre. Sans risque de manquer quoi que ce soit. Rien du tout. Beaucoup de gens se passent du pain. Il ne faut pas mécontenter les boulangers. Non, je sais. Là, je ne défends pas le pain. On va dire le Yaen, là. Non, moi, non, je le pain, mange plus Non, pour prendre mon exemple, je ne mange plus de pain depuis plusieurs années. Okay. Mais je veux dire que c'est pas ça. Ça n'en fait pas un aliment essentiel. Comme je vous dis, il y a un mystère dans le pain. Je suis d'accord. Je ne dirais pas l'autre mystère, il y a un autre mystère, mais bon, peut-être que je ne pourrais pas le nommer parce qu'on va me dire que... Mais il y a un mystère dans le pain. Je suis d'accord. Donc pour moi, je ne dirais pas que c'est mystique ou c'est divin, mais c'est un aliment qui est quand même essentiel. Tout à fait. Ne serait-ce que les céréales, mais même le processus de panification entraîne des bienfaits pour le corps. Donc il y a un pain qui est bon. Mais c'est vrai que, comme vous dites, si la cuisson, c'est la cuisson qui pose problème. Là, on dort du pain, il ne faudra plus manger de viande, parce qu'il faut cuire la viande. On ne va plus manger de poisson, il faut cuire le poisson. Parce que si on parle des légumes, je suis d'accord que les légumes, il faut les cuire à la vapeur, c'est la meilleure façon peut-être, ou bien les manger crus. Mais tout le reste, ce qui est viande, poisson, on fait comment? Non, en fait, il y a une formule nutritionnelle très simple, c'est-à-dire il faut une orientation vers le végétal et réduire les aliments transformés dans notre mode de vie. Ça veut dire quoi? C'est une formule très simple. Vous pouvez y aller... Ou bien vous prêchez le végétalisme? Non, ce n'est pas de végétalisme. En fait, c'est une orientation vers notre physiologie. C'est-à-dire notre corps a un mode d'alimentation qui est adapté à notre physiologie. C'est le végétal, qu'on le veuille ou pas. Et puis si on regarde bien, par rapport à notre environnement en Afrique, on n'a pas toujours connu le pain. C'est ça. On a connu d'autres aliments, on n'a pas toujours connu le pain. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas? Non, on n'a pas. Non, dans certaines familles, on ne va même pas monter dans nos traditions. Dans certaines familles, c'était le fondé au matin, le couscous le soir. Mais je veux dire qu'on a été victime d'une série de produits transformés qui ont vu qu'on a en tout cas commercialisé dans nos économies là. Et du jour au lendemain, on a transformé nos habitudes alimentaires. C'est le pain moderne. On a transformé nos habitudes alimentaires. Et c'est ça qui est en cause par rapport, comme il l'a dit, je suis totalement d'accord avec certaines maladies, avec certains problèmes qu'on rencontre. Je peux vous dire aujourd'hui... Il était en train de dire quelque chose d'assez essentiel, encore une fois, c'est, vous nous dites que notre organisme est fait pour consommer du végétal et non de l'animal. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, vous voulez dire que nous sommes des végétariens de Même manière si vous regardez, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a créé à côté? Il a créé les animaux. Non, le jardin. D'accord, mais... Qu'est-ce qu'on a dans nos jardins? Dans un jardin, c'est le végétal.
Oui. Mais dans un jardin, il y a des biches, peut-être. Non, dans le jardin, c'est le végétal. En fait, il y a des quand oiseaux. vous regardez même par rapport à la... Parce que la viande d'oiseau, en général, que ce soit... Oui, en fait, c'est par rapport... Dans la viande, le plus important à retenir, c'est surtout les protéines animales. Absolument. Qui ont pour conséquence d'acidifier le corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un paramètre que les gens doivent intégrer. C'est ce qu'on appelle le pH du milieu intérieur. Et ce pH, malheureusement, est rompu par nos habitudes alimentaires actuellement. Parce que nous consommons beaucoup d'aliments qui, après leur transformation, nous produisent beaucoup d'acide dans le corps. C'est pour ça que la viande, par exemple, pose problème. Absolument. Et par exemple, par rapport à nous, notre... On dit surtout la viande rouge, peut-être. Oui, c'est ce que je voulais dire. À partir de nous, aujourd'hui, quand on parle d'acidité, on ne fait plus de distinction entre viande blanche et viande rouge. Parce que les deux types de viande produisent les mêmes types d'acide. Parce qu'il y a du soufre, il y a du potassium dans les deux types de viande. Après la métabolisation, on a de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique. C'est deux types d'acide. Mais est-ce que ce n'est pas seulement l'excès qui est nuisible? Parce que là, mais c'est pour ça que je vous ai parlé de formule. Voilà. Quand on, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Dans mon alimentation, si je prends mon assiette et que 80% de mon assiette est constituée de légumes, et que je prenne les 20% constitués d'aliments transformés. Je suis d'accord avec le 80-20. Non, pas aliments transformés, mais de viande. Non, quand je dis non, c'est-à-dire quand je dis aliments transformés, c'est le riz, c'est la viande, c'est tout ce qu'on a préparé, c'est ton thieboudienne. L'essentiel, c'est de comprendre que quand je mange, je mets d'abord en priorité mes cellules. Je donne d'abord à manger à mes cellules. Et quels sont les aliments qui peuvent nourrir mes cellules? C'est les aliments non transformés. Et c'est pour cela que je dois mettre en quantité beaucoup plus importante des aliments qui vont nourrir mes cellules. Et comme l'aliment transformé, c'est juste le plaisir, comme vous avez dit, l'instinct de manger. Non, mais il faut faire une différence. Pour moi, il faut que pour les gens qui nous écoutent, faire une différence entre l'aliment transformé et l'aliment cuit. Pour moi, un aliment cuit n'est pas forcément un aliment transformé. Si, il est transformé. Non, parce que l'aliment transformé, c'est l'aliment qui a été mis en boîte avec des exhausteurs de goût, tous les trucs qu'on met dedans. Ce que nous appelons aliment transformé, c'est un aliment qu'on consomme dans son état dénaturé. Il n'est plus naturel. C'est-à-dire que dès que vous le transformez, le riz, il faut le cuire. Oui. La viande, il faut la cuire. Tout ça, c'est transformé, ce n'est pas l'état naturel de l'aliment. Non, mais on ne peut pas le consommer dans son état naturel. Le riz, personne ne pourrait le consommer dans son état naturel. Non, ça dépend. Ça dépend, il y a des gens qui le consomment comme ça. Mais le plus important... Il faudra au moins le mettre dans l'eau. Le plus important, c'est de comprendre cette notion d'aliment transformé. C'est dès qu'on cuit l'aliment et qu'on le consomme dans un état plus ou moyen dénaturé, il n'est plus un aliment naturel. Je vous ai entendu dire quelque part que la santé n'a rien à voir avec la médecine. J'ai réfléchi, j'ai sursauté, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? La santé n'a rien à voir avec la médecine, il faut qu'il arrive à me convaincre, à nous convaincre. Facilement. Alors, est-ce que vous m'avez déjà écouté? Je vous ai écouté. Mon cher ami, oui. Ça aussi, ça fait partie du conditionnement qu'on a reçu. Parce que pour nous, dès qu'on parle santé, automatiquement, on pense santé, on pense médecine. Pas forcément. Si. Bon, si. Oui, L'OMS même a eu même à revoir la définition de la santé. Parce qu'on pense médecine automatiquement. La preuve aujourd'hui, on nous parle du ministère de la Santé. Mais je peux vous dire que le ministère de la Santé ne s'occupe pas de santé, il s'occupe de maladies. Dans les hôpitaux, on s'occupe de maladies. On ne s'occupe pas de santé. C'est quand vous perdez la santé que vous avez besoin d'aller voir un médecin. Pas forcément. Quelqu'un peut être en très bonne santé et de manière ritualisée, périodique, aller voir le médecin pour lui demander si tout va bien, quels sont les conseils qu'il pourrait lui donner pour voir l'état général de son corps, de son anatomie, etc. Oui. Les gens ne vont pas voir forcément les médecins parce qu'ils ont des mais c'est rare maladies. Quand même. Oui, mais ça, c'est exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce qu'encore une fois, d'où la vérité. La vérité, si vous dites une chose et qu'il y a l'exception qui confirme la vérité. En fait, même s'il va voir le médecin, c'est pour qu'on lui demande, en fait, qu'on lui fasse un bulletin. C'est pas pour consulter pour une maladie. Là, il n'apporte pas des signes d'une maladie. Il vient parce qu'il veut peut-être aller faire un... Est-ce que vous ne confondez pas santé et bien-être? Non, moi, je peux dire que le bien-être... La santé, ça se gère à la maison, mon cher ami. La santé, c'est à partir de ce que nous mangeons. La santé, c'est à partir de notre état d'esprit. C'est ça qui nous qualifie une bonne santé. Une bonne santé, c'est l'absence d'handicap, l'absence de maladie. Ça, ce n'est pas à l'hôpital qu'on va le gérer. La preuve même, dans la formation médicale, on n'enseigne même pas la nutrition, qui est un élément essentiel pour la santé. Sauf qu'il ne faut pas réduire la médecine à la nutrition. Non, c'est juste pour vous dire, la nutrition étant un pilier essentiel pour la santé, si on ne l'enseigne pas... Et que les médecins font le serment d'Hippocrate. Si on ne l'enseigne pas, c'est peut-être quelque part, ce n'est pas quelque chose d'important. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est le pilier. Même quelqu'un qui est malade, que vous devrez prendre soin,
forcément son alimentation doit être corrigée pour accompagner la prise en charge. J'ai l'impression aussi, au-delà de l'alimentation, vous parlez de l'état d'esprit. Tout à l'heure, parmi les paramètres, vous avez parlé de la nutrition, mais vous avez aussi à la dimension état d'esprit. C'est important. Alors, c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, l'état d'esprit, c'est toutes les pensées que nous avons. C'est notre état émotionnel. Quel type dans quel état j'évolue personnellement. Vous prenez aujourd'hui 5 diabétiques. Les 3 deviennent diabétiques du fait de leur état d'esprit. Ah oui? Oui. Et comment? L'exemple très simple, le stress. Quand vous êtes stressé, le stress, par définition, c'est une adaptation du corps humain. C'est ce que j'allais dire, parce que tout le monde parle de stress. C'est quoi le stress? Le stress, en fait, c'est une adaptation du corps humain. Et quand on dépasse les capacités d'adaptation du corps humain, on se retrouve dans une situation d'épuisement. Ça veut dire quoi? Devant toute situation nouvelle, inconnue, le corps s'adapte automatiquement. Et quand il s'adapte, notre biochimie interne change totalement. Il produit des hormones pour faire face à la situation. Et on le décrit de façon très simple avec 2 types de réactions. Nous sommes par exemple dans le studio en train de faire un enregistrement. Si subitement un lion pénètre dans ce studio-là, quels vont être nos 2 types de réactions? Soit on va fuir, fly or fight. Exactement. Et les 2 types de réactions nécessitent de l'énergie. Et pour produire cette énergie, le corps va sécréter ce qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, déjà, étant produit en forte quantité, va dire à l'insuline, qui est l'hormone qui doit faire utiliser le sucre, OK, arrête de travailler. Il inhibe l'action de l'insuline pour mobiliser le sucre nécessaire pour nous permettre de produire de l'énergie, soit pour fuir, soit pour se battre. Et maintenant, cette inhibition de l'insuline fait que le taux de sucre augmente dans le sang. Mais c'est pour une action de courte durée. Malheureusement, notre mode de vie fait que, au lieu que ce soit une action, le stress, c'est bénéfique pour le corps humain, pour se bonifier. Mais ça doit être de courte durée. Mais nous, aujourd'hui, notre stress, c'est 24 heures sur 24. De telle sorte que la production de cortisol... Alors, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Non, mais avant de préconiser... Pour montrer comment le stress peut induire ces maladies-là. Donc, si malheureusement vous êtes stressé 2 heures de temps, 3 heures, 24 heures, mais vous êtes en train d'inhiber l'insuline. En plus, comment une personne peut-elle être stressée, comme vous dites, 24 heures sur 24? Je veux dire que l'homme a toujours, depuis tout le temps, travaillé. L'homme a toujours eu des soucis. Que ce soit l'homme préhistorique, comme on l'appelle, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais bon, que ce soit l'homme dans l'histoire, je veux dire, l'homme a toujours eu à stresser pour son travail, pour sa vie de famille, en tout. Je veux dire... ce que vous appelez stress maintenant, je veux dire que c'est une inquiétude parfois qui est une inquiétude normale. Tant que ça ne dépasse pas un certain niveau. On est né avec le sens des responsabilités. Fonder un foyer, s'occuper de ses enfants, aller travailler, même si c'était pour aller chasser ou bien aller faire quoi que ce soit, ça, c'est quelque chose qui est normal. En quoi, maintenant, c'est devenu une situation de stress? Parce que le mode de vie n'est plus le même. Le mode de vie de nos papas, ce n'est pas le même type de mode de vie que nous avons. Regardez tous les conflits dans les ménages. Tous les conflits sur le plan professionnel, cette pression, cette agression, cette angoisse qui est là. Rien que cette pandémie aujourd'hui, regardez, la place de la peur dans la gestion de cette pandémie-là fait que les gens, malheureusement, sont angoissés, sont préoccupés. Mais cette préoccupation, c'est tirer ton organisme à s'adapter face à cette situation-là. Et c'est ça qui fait que, au lieu que ce soit un événement de courte durée, mais c'est des événements que nous gérons de façon très étendue. Dans les ménages, s'il y a un conflit qui est là entre le couple... Il y a toujours eu des conflits dans les ménages. Mais les conflits étaient gérés autrement. Comment? Pourquoi le taux de divorce est beaucoup plus développé, beaucoup plus important aujourd'hui? C'est que les gens aujourd'hui... Au contraire, le divorce, je veux dire, ça coupe le stress, hein, parce que là, vous réglez le problème tout de suite. Non, je veux dire pourquoi le taux... Parce que le stress, c'est géré, c'est resté dans... Non, c'est ce que je dis, les gens restent dans le ménage. Resté dans le ménage. Oui, parce que beaucoup de gens restent... Là, vous mourrez à petit feu. Non, mais si vous... Mais combien de personnes, Aline, ont le courage de franchir le pas? Comme vous dites, mais il y a beaucoup de divorces, hein, c'est tous les mardis au niveau de... Vous allez se plaindre tous les mardis. Oui, maintenant, prenez ce pourcentage et vous le comparez avec le pourcentage de femmes ou bien d'hommes qui restent dans ces conflits de façon permanente et qui se gèrent sans pour autant pouvoir s'en sortir. Et c'est là où le processus d'autodestruction est lancé. Parce que ce que vous dites là où c'est intéressant, pour moi, c'est-à-dire il faut l'allier au côté spirituel des choses. C'est capital. Parce que le problème, ce n'est pas le stress. Le problème, c'est comment on gère le stress maintenant. Parce que le stress, pour moi, il a toujours été là. Mais comment on le gérait?
qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important. Oui. Pourquoi maintenant on donne de l'importance à des choses qui ne le sont pas et qu'on néglige des choses qui sont d'une importance capitale. Exactement. Pour moi, c'est ça peut-être. Oui, c'est là, là on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire la gestion du stress. Mais pour pouvoir gérer le stress, il faut pouvoir identifier le stress. Quel est le facteur stressant qui me met dans cet état-là? Si je ne parviens pas à l'identifier, je ne peux pas trouver une solution. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que par exemple, si le stress il a toujours été là, je suis en phase avec vous. C'est comme si je dis, par exemple, chaque fois que je sors, je vois des chats. Oui. Mais moi, naturellement, je n'ai pas peur des chats. Oui. Donc le stress n'est pas la même chose que quelqu'un qui a la phobie des chats et que chaque fois qu'il sort, il voit des chats, lui, il vit en stress. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que maintenant, nous avons appris à avoir peur de choses dont nos ancêtres peut-être n'avaient pas peur. Vous êtes en train de me rejoindre, c'est pour ça que je vous ai dit que nous n'avons plus le même mode de vie. Absolument. Nous avons mis des choses en avant, ou bien donner de l'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Et dans la gestion du stress, on te dit, élève ta spiritualité pour comprendre que ta référence, c'est ta référence interne. Ce n'est pas la référence liée à l'objet. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. Si aujourd'hui, moi, je dois stresser parce qu'Alune a une belle maison, je me dis, OK, il me faut une belle maison, c'est que je suis en train de quitter ma référence interne pour aller dans une autre référence. C'est ça qui me met maintenant dans cette situation de préoccupation. Je suis en concurrence de façon permanente avec mes collègues de bureau. Ça aussi, ça me met dans une situation de stress. Je suis dans une situation où peut-être l'autre famille fait des choses que notre famille ne fait pas. Je me mets aussi dans cette préoccupation-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit, au lieu de gérer des choses de façon ponctuelle, on les gère de façon permanente. Même en dormant, on continue à... Est-ce qu'il y a des solutions que vous initiez à travers le développement personnel, le coaching, tout ça, pour aider à... C'est là où, franchement, il est important. Parce que, personnellement, quand je reçois, même pour la nutrition, des gens qui viennent peut-être pour une autre pathologie, je me rends compte que la cause est plus profonde. Absolument. En discutant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à régler derrière. Et ça peut me prendre 2 heures, 3 heures de temps à gérer ces émotions-là pour permettre à la personne de comprendre que même si je vous accompagne dans la gestion de votre alimentation, si on ne règle pas l'état d'esprit, pour que vous-même vous arrêtiez d'être dans ce type d'émotion. Parce que pour moi aujourd'hui, nous sommes même complices de ce qui nous arrive. Si j'accepte que Aline m'énerve, si j'accepte que la situation me mette dans une situation, que la situation me stresse, c'est que moi-même, j'ai donné autant de pouvoir à lui pour qu'il définisse le type d'émotion que je dois ressentir. Mais si je décide, comme il a dit tout de suite, de dire, OK, quelle que soit l'attitude de Aline, zen. Donc c'est le sens que nous donnons aux événements. C'est pour ça que vous avez dit, le chat peut stresser quelqu'un et ne pas... C'est exactement donc, ce que tout ceci implique fondamentalement un travail de soi sur soi. Exactement. C'est ce qui est important. Et ce que je dis toujours à toutes les personnes, le plus important, mon cher ami, dans la vie, c'est de grandir. Et grandir, c'est développer ses capacités. C'est quelque chose qui m'énervait hier. Si je travaille sur moi... Qu'est-ce que vous voulez dire par grandir? Grandir, c'est toujours être à un niveau où on est au-delà de qui on était hier. Qui on est plus important que ce que nous avons. Si Aline ne peut plus m'énerver aujourd'hui, alors qu'il le faisait hier, mais c'est parce que j'ai grandi. J'ai travaillé sur moi pour que ces réactions ne me mettent plus dans cette situation émotionnelle. Parce que j'ai compris que quelque part, quand je m'énerve, je produis du cortisol qui me détruit. Aline, le cancer, la majorité des cancers sont liés au cortisol. Oui, tout à fait, Donc, faire la meilleure prévention des cancers, c'est d'éviter ou bien refuser que vous me mettiez dans cette situation. Il y a un médecin qui s'appelait le docteur Hammer, qui fait la médecine de Hammer. C'est-à-dire que, bien que ça a été un peu critiqué, mais il dit que tous les cancers, ou la plupart des cancers, viennent d'un choc qui a été subi. Et comme vous le dites, quand le stress il persiste, à un moment donné, le corps réagit. Oui, parce que la phase terminale, comme j'ai dit, l'épuisement, quand vous êtes en épuisement, vos surrenants ne produisent plus de l'énergie. Après, vous passez à la phase vagale et quand vous passez optimalement à la phase vagale, là, le cancer se déclenche parce que le cancer est une régénération, c'est-à-dire qu'il est là pour corriger. Exactement. Même seulement... Parce que même la maladie, je pense que la maladie, c'est quand on tombe malade, c'est parce que le corps est en train de se soigner. Exactement. Mais pendant la période où on est vraiment malade, là, le corps ne vous dit pas qu'il est malade, parce que la maladie, elle est vraiment silencieuse. C'est là où on parle de processus de maladie. Et c'est là où vous avez dit quelque chose d'intéressant. Je pense que tout l'enjeu du bien-être repose sur cette capacité qu'a l'être humain de se dire, rien ne m'atteindra. Ça, c'est donné à certains qui vont dire, écoute, je fais le blackout, je ne suis ni en compétition, ni en concurrence, rien ne m'atteint, je reste zen. Il faut un véritable travail sur soi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent, encore une fois, polluer la sérénité de l'être humain. C'est important. Et tout à l'heure, il le disait, beaucoup de gens n'osent pas parce que nous sommes dans des convenances sociales, des conventions sociales, des conventions collectives. Que faut-il privilégier? L'individualisme avec ses convictions, trouver son bien-être,
sa philosophie de vie pour réduire l'angoisse existentielle ou est-ce qu'il faut s'inscrire dans le collectif souvent dans nos sociétés, qui est une sorte de venin pour anticiper un peu social, de reptile social qui nous empêche fondamentalement de vivre. Comment concilier la nécessité de vivre collectivement et aussi l'importance, l'impératif de trouver à travers son être, sa personne, une certaine sérénité, une certaine liberté, une certaine élévation, une certaine spiritualité qui peut aider pour que rien ne nous atteigne. Et c'est là où il est important de travailler sur soi, sur sa croissance personnelle pour toujours grandir. Le plus important, ce n'est pas ce que la société va dire sur nous. Le plus important, c'est est-ce que je suis quitte avec ma conscience. Savoir fixer mes limites, savoir aussi que dans ma vie, il faut que je puisse équilibrer tous les aspects de ma vie. Sur le plan relationnel, que je chasse exactement. Par exemple, dans l'année 2021, sur quoi je dois travailler pour améliorer mes relations? Sur quoi je dois travailler pour améliorer ma santé? Malheureusement, nous sommes focalisés sur un ou deux aspects de nos vies, en négligeant les autres aspects. Et nous donnons autant d'importance à la société, à l'environnement, qui, comme vous le dites, est un environnement, dans la majorité des cas, très toxique pour notre épanouissement. Si on n'a pas le courage et qu'on ne travaille pas sur ce courage-là, on ne peut pas prendre certaines décisions. Et la vie est faite de décisions, mon cher ami. Et c'est la qualité de ces décisions qui va déterminer la qualité de notre existence. Si on n'a pas le courage de prendre certaines décisions, on accepte que les gens nous donnent une façon de vivre. Et nous avons une étude qui l'a plus ou moins révélée, qui a été faite par une dame qui a assisté des personnes du 3e âge en fin de vie. Vous savez le résultat qui est sorti de cette étude? La majorité des gens ont dit, s'ils s'étaient à refaire, ils auraient vécu la vie qu'ils auraient souhaité vivre. Malheureusement, ils ont vécu la vie que les autres ont voulu qu'ils vivent. Juste une petite question avant que vous partez. Vous êtes pharmacien. Oui. Quelqu'un qui débarque dans votre pharmacie avec une ordonnance pleine de médicaments. Oui. Vous déchirez l'ordonnance, vous lui dites allez faire de la méditation, prière, travail sur soi. Ou bien? Non, ça dépend. Ça dépend. Parce que comme je l'ai dit, dans tous les cas, le médicament a son indication, à sa place. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est comment faire pour que les gens ne tombent pas malades. Quelqu'un qui me trouve dans la pharmacie, si je peux lui donner un conseil qui peut lui éviter de prendre le médicament, je lui donne ça avec beaucoup de plaisir. Parce que mon orientation, personnellement, je ne prends pas de médicaments. Comme je l'ai dit, j'ai développé des rituels pour ma santé qui me permettent de ne pas avoir pour le moment besoin de prendre un médicament. Et si tout le monde travaille sur ce plan-là, comme je le dis toujours, ces maladies chroniques dont on parle aujourd'hui, c'est des maladies qui ne devraient pas exister. C'est des créations de l'humain. Le diabète, c'est l'homme qui l'a créé. L'hypertension, c'est l'homme, à partir des mauvaises habitudes. Donc, si chacun comprend que quand je mange, je dois me soigner à partir de mes aliments, mais des maladies, l'obésité, c'est ça qui entraîne tous ces problèmes. Si on a un programme de lutte contre l'obésité dans ce pays-là, vous allez voir qu'on va régler énormément de maladies qui posent problème aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas vraiment notre problème le plus important. Peut-être aux États-Unis, ce genre de pays... Si, on commence à avoir ce problème, surtout chez les enfants. On commence à avoir une obésité chez les enfants qui pose problème. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une génération qui pense aujourd'hui récompenser ses enfants à partir de la malbouffe. Tous les week-ends, on sort avec les enfants, on leur propose une alimentation qui est loin de notre alimentation traditionnelle. La conséquence, c'est quoi? C'est des enfants qui prennent du poids, et qui font un diabète à des âges très précoces. Et nous, on est contents quand les gens prennent du poids. Mon enfant, il est bien portant. Mais la société aussi. Oui. La société, quand vous prenez du poids, il y a des félicitations. Oui. Si vous perdez du poids, on se pose des questions. Vous devez être malade. Oui. Vous avez beau expliquer que je fais du sport pour me maintenir. Ils disent non, c'est pas normal, vous perdez du poids. Vous n'avez pas une bonne mine. C'est ce qui pousse certaines personnes à... Personnellement, j'en ai même, je ne dirais pas, j'en ai pas souffert, mais j'ai tellement entendu. Il a fallu que les gens m'entendent sur les radios ou bien à la télé pour comprendre exactement ce que j'étais en train de faire. Parce que je n'étais pas comme ça. Donc, tout ce que je dis, heureusement aussi... Mais si vous arrêtez la viande, c'est normal que vous maigrissez. Je n'ai pas arrêté la viande, c'est ce que je dis. Je ne suis pas végétarien. J'ai une alimentation vivante, orientée vers le végétal, très équilibrée. 80% végétal, 20% du repas du jour. Là, on est d'accord. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes pharmacien, nutrithérapeute et coach en développement personnel, santé et bien-être. Merci, Ali. Vraiment, Dr Keba, Tamba, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci à vous. Merci, Tamba. Merci. Nous allons poursuivre cette émission avec une diplômée en marketing et management des affaires internationales. Elle vient nous présenter ce soir son deuxième roman intitulé Le venin du destin. Nous recevons Madame Fatou Diop.
Bonsoir, Madame Diop. C'est vous. Bonsoir, Madame Diop. Oui, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Comme je viens de le dire, vous sortez votre deuxième roman après Cushing, qui était sorti en 2014. En effet. C'est Le Venin du Destin, qui est l'histoire d'une femme, l'histoire assez problématique quand même. Nous la placions le venin. Exactement, d'une femme qui a beaucoup de problèmes, et des problèmes, je veux dire, qu'on rencontre assez souvent, parce que vous traitez d'un sujet qui est assez important. C'est pas les femmes qu'on dit parfois qu'elles sont envoûtées. Voilà, parce que parfois on nous dit que oui, qu'il faut aimer rap, ou ce genre de choses. C'est voilà, rap bi moo koy tere am jëkkër, ou bien ce genre de choses sur rap. Donc c'est vraiment des problèmes. Mais elle, son cas est vraiment un cas qui est assez beaucoup plus grave, parce qu'elle a des problèmes avec tout le monde, vraiment. C'est une femme qui a des problèmes avec tout le monde, sa famille, ses frères, sœurs, parents, collègues, vraiment amis. Donc c'est vraiment un sujet assez important. N'est-ce pas? Ouais. En effet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'ai appelé comme ça, le venin du destin. Donc, quelque part, qui sous-entend un pic, un grincement, un dysfonctionnement partiel, surgi de nulle part et qui se retrouve au beau milieu d'un vécu, même si on ne le veut pas, bien sûr, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Là, si nous embrassons le thème par rapport au destin, c'est parce que, quelque part, il y a l'obligation divine qui est là, qui se présente. Et donc, en tant que croyant, bien sûr, on se dit tout simplement que c'est quelque chose qui était prémédité, que forcément il fallait vivre. Donc, il fallait forcément passer par là. Et de fait, étant donné que ce personnage principal, bien sûr, est musulman, donc j'ai tout simplement parlé de destin. Bien sûr, un destin qui n'a pas été facile du tout. Et derrière, j'ai parlé de destin, j'ai parlé de venin, autant pour moi, pour apporter une touche de pic, tout simplement, par rapport à son vécu, à son cheminement, à tout simplement le chemin par lequel il est passé, tout simplement. Parce que quand vous parlez de religion, c'est vrai que même dans la religion musulmane, c'est un aspect qui est pris en compte, que ce soit l'envoûtement ou ce genre de choses. Et vous parlez à l'intérieur, vous nous parlez de séances de ruqya, comme on appelle ça, c'est-à-dire désenvoûtement. C'est un peu ce qui s'est passé avec voilà, la dame qui était préposée à ça, qui parle directement au djinn qui a envoûté la personne. C'est des choses qu'on connaît bien dans ce pays grâce à Cheikh Batul Ham, que Dieu ait pitié de son âme, qui lui le faisait, et les gens y allaient. Et c'est assez spectaculaire lorsqu'on entend quelqu'un, une femme, parler avec une voix d'homme ou ce genre de choses-là. Ouais. Ouais. Effectivement, effectivement. Donc vous, à ce que je vois, vous avez déjà une idée là-dessus par rapport à ça. Donc là, c'est quelque part pour dénoncer au fait ce genre de phénomène qui, bien sûr, n'est pas des plus évidents à croire, tout simplement. Et en tant que croyant, donc quelque part, on est aidé par la religion, donc islamique, il y a le Coran qui est là et qui en parle. Donc quelque part, ça retire le blocage. Et je me dis aussi que malgré le Coran, il y a toujours ce blocage qui est là. Donc nous rencontrons des victimes qui sont là, qui souffrent quand bien même de cela, mais qui ne sont pas comprises. Donc quelque part, ça pose problème. Et avant, bien sûr, qu'on se rend compte du degré de problème qui est là, c'est quelque part, c'est déjà trop tard. Parce que la victime en question aura déjà enduré, au fait, sera en phase finale, au fait. Donc on peut dire que ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Oui. Oui. Parce que ce que vous dites est très important, parce que vous parlez de victime, mais aussi il y a cette responsabilité de la personne. Et ça aussi, vous le soulignez un peu dans le roman, c'est que tout le temps, lorsqu'on voit ce genre de cérémonial, des envoûtements, quand l'esprit, le djinn par exemple, dira toujours je suis rentré dans cette personne, un jour, voilà, elle avait porté une jupe courte, ou bien
sa tête était découverte, ou bien dans le roman, vous parlez de djinn qui vit dans les greffages, qui dit « moi et ma famille, nous vivons dans les greffages de l'Afrique ». Donc il y a toujours une responsabilité, parce que Bintou, dans le roman, à chaque fois que sa maman lui disait « ne porte pas ça, ce que tu portes c'est trop court », elle lui disait « ben voilà », elle l'envoyait promener, voilà, elle était assez insolente, assez impolie, et elle vivait un peu comme ça. Donc il y a un peu cette responsabilité, comme vous dites, il faut s'y prendre tôt, mais les djinns, ils s'y prennent tôt. C'est ça le problème, ils s'y prennent très tôt et parfois... Bien entendu. Mais en effet, il y a cette responsabilité. Mais toujours faudrait-il aussi être responsable d'emblée. Pour ça, il faudrait tout d'abord aussi être conscient de ce qu'il se passe. D'où la responsabilité des parents, parce que parfois l'enfant il est trop jeune pour pouvoir savoir ça. Oui, bon, il y a les parents, mais aussi il y a la personne elle-même. Parce que il faudrait au fait d'emblée être sûr au fait qu'il y a un problème qui se pose, et c'est à partir de là bien sûr qu'on pourra s'aider nous-mêmes. Donc, bien sûr, je parle en somme voilà, en général, tout simplement. Donc, là, je souligne tout simplement l'inconscience du personnage principal, son immaturité, tout simplement. Donc, si elle était bien loin de penser, donc elle, parce que c'est Bintou, bien sûr, elle était bien loin de penser au fait que quelque part, cela lui porterait préjudice dans le futur. Donc, si au préalable, elle était bien certaine, bien entendu, qu'il n'y aurait pas, que ces choses-là ne lui arriveraient pas, que ces choses-là lui arriveraient autant pour moi. Donc, elle n'allait pas s'amuser tout simplement à porter des vêtements extravagants, donc mettant en exergue son corps. Et là, on voit même de nos jours qu'il y a énormément de filles qui s'habillent ainsi. Donc, elles sont... Qu'est-ce que l'habillement a à faire avec ça? Qu'est-ce que l'inconscience, les responsabilités de l'héroïne a à voir avec ce que vous présentez comme étant le fruit du destin? Vous convoquez à la réflexion dans la narration le destin. Vous avez même dit tout à l'heure, elle est victime du destin. Soit elle est victime du destin, soit elle est inconsciente ou irresponsable, mais peut-être pas les deux à la fois. Je suis désolée, mais c'est les deux à la fois. Dès l'instant que son inconscience est entrée au fait dans son vécu, son immaturité est entrée dans son vécu, c'est parce que nous parlons de destin, parce que c'est quelque chose qui devait arriver. Donc au final, l'héroïne, elle a fini par comprendre, au fait, par se ressaisir. Mais là, il fallait d'abord qu'elle passe par là, parce que c'était déjà prémédité. Bon, bien sûr, en fonction de nous, ce que nous croyons en tant que musulmans. Et maintenant, qu'est-ce que vous venez de me dire tout à l'heure? Qu'est-ce que son habillement, son accoutrement a à voir, bien sûr, avec les djinns et machin. Donc, il est quelque part dit, bien entendu, dans le Coran, et même pour de simples préjugés comme ça, des spéculations, voilà, même, on peut ainsi dire, même sans fondement, on peut dire que à côté, les djinns, en fait, ils profitent du fait de l'accoutrement de la personne pour tout simplement avoir la voie libre pour... Est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que le destin, c'est la volonté? On parle du destin, on met beaucoup de choses sur le dos du destin. Le destin a bon dos. C'est qu'il a fait des travaux sur le destin. Donc, dès qu'il voit le destin, là, vous êtes mal barré. C'est clair, c'est clair. Volonté, destin, fatalité, c'est clair. Bien. Parce que je trouve que dans nos sociétés, l'alibi des libertins, l'alibi des gens qui baissent les bras, l'alibi de ceux qui ne trouvent pas une explication à la cause des choses, souvent consiste à mettre tout ça sur le dos du destin. C'est le destin. Après, on se rend compte. Mais au-delà du destin, je pense que dans cette roman-là, Fatou Diop, vous abordez une problématique fort intéressante. Vous nous parlez d'une jeune fille à la personnalité instable. Très instable. Très instable. C'est une jeune fille qui, du jour au lendemain, peut se retrouver en bon terme avec ses amis, qui voit des apparitions que les autres ne voient pas. Elle est capable de dire à une de ses amies, « Hier, vous êtes passé, vous ne m'avez pas salué. Pourquoi vous ne m'avez pas salué ?» Son amie est convaincue qu'elle n'est même pas venue à l'école, qu'elle est allée voir le dentiste et qu'à aucun moment, elle n'est passée à l'école. Elle est convaincue que l'ami n'a pas voulu. À un moment, ça relève ça peut-être de la psychologie, de quelque chose qu'il faut définir. Elle est schizophrène, elle est quoi? Je ne sais pas comment définir cela. Mais je pense qu'en médecine, on peut définir ce type d'attitude-là. Alors, quel est le type de message que vous voulez faire passer à travers l'expérience de cette héroïne-là? Très bien. Donc, je vous remercie d'abord pour cette question. Et quelque part, je dois ainsi dire que, voilà, on peut faire, au fait, la part des choses.
Donc, il n'est pas forcément dit que les gens doivent croire au destin, parce que nous savons qu'il y a des gens pieux, il y a des athées. Donc, nous sommes au XXIe siècle. On n'est pas forcément obligé au fait d'être un religieux, de croire forcément à quelque chose. On peut ne croire absolument en rien du tout. C'est notre choix, voilà, c'est notre... C'est très difficile. Ceux qui disent qu'ils croient en rien croient en quelque chose. Il y a forcément quelque chose en quelque chose. Ça va de soi, en tout cas. Ça va de soi. Et moi, en ce qui me concerne, moi, personnellement, je ne critique aucun individu par rapport à ça. Donc, je n'essaie bien sûr de ne pointer du doigt à personne. Donc là, nous parlons de destin. Bien sûr, j'étais bel et bien consciente que quelque part, il y aurait des gens, même comme vous, que j'allais rencontrer qui ne seront pas du tout d'accord, des philosophes. Attention, le destin, on peut croire au destin. Non, moi, je parle de l'ouvrage et de l'héroïne. Vous racontez l'histoire de quelqu'un frappé par le destin, le venin, même l'expression, le terme. On aurait l'impression que le destin est comme une sorte de reptile qui vient dévorer la vie de la jeune fille sans qu'elle ait la possibilité, la volonté de faire quoi que ce soit. Et je le décris ainsi, je n'en disconviens pas. Parce que là, je me dis tout simplement que le personnage principal, l'héroïne, se retrouve à un labyrinthe sans fin, tout bonnement. Donc, c'est un réseau de chemins dont il est difficile, de compliqué, dont il est forcément difficile de sortir. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Tantôt, elle a des problèmes par-ci, tantôt, elle a des problèmes par-là. Les problèmes sont suivis. C'est vrai que, comme vous le dites... Et si ce ne sont pas les djinns, ce sont les hommes. Ouais, donc, exactement. Si ce n'est pas les hommes, c'est la belle famille. À un moment où il y a tout... Non, c'est vrai que, comme vous dites, on aurait pu se dire, à un moment donné, peut-être que les choses vont se calmer. Parce que, comme vous avez dit, celle qui devait la désenvoûter, après, elle a vu que c'était vraiment voilà, une charlatane. Et qu'à un moment donné, on a vu quelqu'un de très pieux, de désintéressé, qui lui a fait des prières sur le plan islamique, et que ça a commencé à marcher. Mais à la fin aussi, voilà, elle retombe voilà, dans ses travers, voilà, elle retrouve ses vieux démons et on ne sait pas pourquoi les choses ne marchent pas pour elle. Bon, au final, je crois savoir qu'elle s'en est sortie. Hein? Mais bon, vers la fin. Vers la fin, on se dit peut-être. Ouais. Elle dit qu'elle commence un nouveau départ, mais on ne sait pas, hein, parce qu'elle nous a habitués à plusieurs nouveaux départs. Mais l'autre chose qui me trouble aussi chez ce personnage-là, c'est un peu, je dirais, sa mauvaise foi. Ça veut dire que pour elle, c'est toujours les autres qui ont tort. Elle ne se remet jamais en question. C'est ça que je voulais dire. On a l'impression que... Elle ne se remet jamais en question. Ses amis sont mauvais, ses parents sont mauvais, même, je veux dire, tous ses prétendants sont mauvais. Et à chaque fois, sa belle famille, n'en parlons pas, voilà, à chaque fois, elle trouve toujours le moyen de diaboliser les gens qui sont autour d'elle. Et à aucun moment, elle ne se rend compte que c'est peut-être le problème, c'est peut-être elle. C'est ça aussi le véritable problème de Bintou, peut-être. En effet. Donc là, je mets encore un accent vis-à-vis du personnage principal qui a toujours un problème. Donc le problème, il est là, bien entendu. Et c'est quoi le problème? C'est encore le djinn, donc, qui est là. Donc peut-être un tout petit peu superficiel. Parce que parfois, ce n'est plus le djinn, parce que parfois, elle fait des jugements de valeur. On nous présente, parce que la narration, elle n'est pas subjective, elle est objective. On nous présente par exemple une amie, Nabou, qui était bien, et à un moment donné, on essaie de nous montrer que Nabou était une mauvaise personne. Ou bien beaucoup de gens comme ça qui étaient on supposait que c'était une bonne personne, après on nous dit non, elle triche. Et à un moment donné, elle ne se met pas, comme je dis, elle ne fait pas d'introspection, elle ne se dit pas que c'est parce qu'à un moment donné, je lui ai très mal parlé, qu'elle se comporte comme ça, mais après elle dit non, c'est une fille qui est mauvaise, en fait, elle est jalouse de moi. Oui, en effet. Donc, comme on dit, de l'amitié à l'adversité, c'est ce qui est arrivé, ces deux amis sont arrivés à ce point-là, donc à ce stade-là. Donc au début, bien sûr, mais je relève encore le statut du djinn, qui était là, bien sûr, donc toujours à l'origine, donc qui a fait de sorte que, voilà, elle se faisait une fixation avec son ami. Au final, oui, donc au bon moment. Et c'est là où c'est intéressant. À aucun moment, dans son entourage, des gens ne se disent il faudrait qu'elle aille consulter un expert, un psychologue et tout ça qui pourrait lui donner des conseils, etc. À un moment donné, les rêves, tout ça, elle consacre beaucoup plus de temps à interpréter les rêves,
à interpréter certains signes. Moi, depuis le début, je me suis dit que, par rapport à cette personne-là, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la psychologie et que Elle a vu un psychiatre après la fin, elle a vu un psychologue. Oui, et c'est ce qui... Bon, bien entendu, ça, cela relève tout simplement du domaine palpable, tout simplement. Lorsque nous parlons de gens qui souffrent de schizophrène, voilà, des médecins et tout, mais vous vous imaginez, la personne se retrouve souffrant à des maux de tête. Le médecin, s'il le consulte, s'il la consulte, autant pour moi, vu que j'ai dit une personne, il va être le premier à dire qu'elle n'a absolument rien, qu'il n'y a rien. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Là, on essaie tout simplement, la personne là sera doigtée, tout simplement sera pointée du doigt, on dira qu'elle essaie juste d'attirer l'attention. Et si vous avez bien lu le roman, c'est ce qui est arrivé à Bintou. Donc, elle a pas mal souffert d'ailleurs de ces jugements de valeur, tout simplement du fait qu'on la taxe d'impoli. C'est qu'elle est, parce que comme je dis, le djinn il a beau dos. Hein. Elle est impolie, elle dit c'est le djinn. Voilà, elle est associable, elle dit c'est le djinn. Elle ne se remet pas en cause. Tout le temps, oui, et tout en essayant de revenir au fait, à son différend avec son ami Nabou. Là, c'est vrai qu'elle a eu tort au début, mais parce qu'une personne ne peut pas se réveiller comme ça un bon matin et aller crêper le chignon à une autre sans que cette dernière ne lui fasse quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé avec Nabou. Et bien sûr, elle, au final, elle avait essayé d'enterrer la hache de guerre lorsqu'elle-même, elle a essayé, bien sûr, de se remettre en question. Vous dites qu'elle ne s'est jamais remise en question, c'est tout le contraire. Elle s'est bien sûr posé des questions. Elle s'est remise en question. D'ailleurs, elle a quelque part regretté. Elle a essayé de faire de son mieux, mais dans son fort intérieur, Nabou, à elle n'a pas été assez honnête. Parce que dans le fond, elle ne lui a pas pardonné. Et c'est ce qui a entraîné des coups bas, des pics qu'elle se... Oui, mais ça, c'est le point de vue. C'est le point de vue de Bintou, toujours. C'est toujours un point de vue. Parce que vraiment, c'est ça aussi. Parce que toujours essayer de diaboliser les gens. Parce que finalement, dans l'ouvrage, c'est que Ibrahim sera d'accord avec moi, personne n'est bon. Il n'y a aucun personnage, à part Ibrahima, l'homonyme du qui était, oui, son ami. À part Ibrahima, je pense que, voilà, et peut-être Mamadou. Voilà, à part ça, je pense que tous les personnages, c'est des personnages qui, in fine, deviennent mauvais. Deviennent mauvais. Ah, vous avez quelque chose contre Bintou? Non, même en dehors de ça, parce que Bintou... Mais je pense que tous les gens qui vont lire Bintou, c'est ce qu'on appelle un anti-héros, quoi. C'est une anti-héroïne. Je ne vois pas quelqu'un qui pourrait lire le roman et aimer Bintou, c'est pas possible. C'est clair, c'est clair. Sauf qu'on peut être, comment dire, il peut y avoir de la compassion. De la compassion, ouais. On peut dire que bon, la pauvre, la malheureuse, le destin ne l'a pas gâtée. Mais je pense que si vous la rencontrez dans la vie de tous les jours, peut-être que vous aurez moins d'empathie. Le destin ne l'a pas gâtée. Elle non plus ne s'est pas arrangée pour rendre service à son destin à travers... Il y a des attitudes quelquefois. C'est pour ça, tout ça, moi, je range ça. Je pense que c'est une jeune fille relativement dérangée qui devrait, voilà, davantage consulter. Parce que quelquefois, elle vit le bonheur. Elle est plongée dans le bonheur. Mais total. On se dit que cette personne a fait trouver sa voie. Il ne faudrait pas qu'elle cherche des problèmes, qu'elle voit le mal partout et se réveille de nulle part pour poser des actes qui remettent en cause son bonheur. À un moment, on se dit, effectivement, le destin aussi, c'est la volonté. Mais est-ce qu'elle est consciente? C'est là où ça rejoint encore une fois. Voilà. Où commence sa volonté, où s'arrête sa volonté, où intervient le destin, etc. Absolument. On arrive à la comprendre et à avoir de la compassion à son égard. Je pense que c'est un ouvrage intéressant. Ça nous permet en tout cas de revisiter nos traditions, nos croyances culturelles. Parce que ce que vous voulez mettre en exergue aussi, c'est le fait que nous vivons avec des êtres que nous ne voyons pas. Il n'y a pas que le visible, le tangible qui existe, mais il y a des choses que nous ne voyons pas et qui existent et qu'il faut essayer de faire avec, essayer de les prendre en considération. Et même ces êtres surnaturels en question aussi, eux, ils font également surgir au fait la susceptibilité. Donc vous vous êtes rendu compte, bien sûr, que l'héroïne est un personnage assez susceptible. Oui, il est même très susceptible. Donc là, même pour un simple regard, il interprète cela mal. Donc, quelque part, il y a également derrière l'être surnaturel qui rajoute de l'huile sur le feu. Donc, qui lui fait penser à des choses
qui lui fait croire au fait des choses qui n'existent pas. Et donc là, c'est là où on entre en vigueur, bien sûr, cet aspect de schizophrène dont vous parlez. Donc facilement, automatiquement, ici, on vous marginalise, on dit que la médecine en général met des noms sur des phénomènes qu'il ne comprend pas, et parfois des noms assez bizarres. Le médecin, il ne comprend pas ce qui vous arrive. Cette personne, elle est schizophrène. C'est tellement facile. Bon, elle est dérangée, comme vous venez de dire. C'est tellement facile. Mais parce que, au fait, les êtres surnaturels, au fait, on a bien dit surnaturel. Donc, ils dépassent, au fait, le réel. Donc, ça sort tout simplement du naturel. Donc, il faudrait vraiment être quelqu'un de superficiel pour pouvoir tout simplement les étudier, les analyser et les comprendre tout simplement. Et ce n'est pas donné à tout le monde aussi, hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à l'heure, je l'ai dit au tout début. Malgré la religion musulmane, il y a toujours je dis même des musulmans qui ne donnent aucun crédit par rapport à ça. Ouais, ils peuvent, même tout le contenu du roman, ils peuvent se dire tout simplement que c'est de la foutaise. Ce n'est pas une affaire de religion musulmane. Là, vous nous invitez dans les traditions, les croyances culturelles africaines, etc. Oui. D'un côté, et de l'autre, il y a la religion. Et il y a un syncrétisme quelque part qui pose problème. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là que parce vous avez... que la religion, et toutes les religions, parce que l'exorcisme existe dans la religion chrétienne. Donc, voilà, c'est même des choses qu'on a connues, nous, en tant qu'enfants, avant de connaître le Ruqya, parce que tout le monde connaît le fameux film L'Exorciste. Donc, voilà, c'est exactement les mêmes phénomènes qui sont traités exactement de la même manière. Quand vous parlez du zamzam, qu'on jette sur le djinn et qui crie, c'est exactement l'eau bénite. L'eau bénite qu'on jette sur le démon et qui fait hurler la fille dans l'exorcisme. Donc c'est exactement toutes les scènes des envoûtements se passent, je pense, exactement de la même manière, quelle que soit la religion. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre en compte et essayer, je pense, d'éduquer les enfants dès le bas âge à certains comportements. Ouais. Nous avons été très heureux, Mme Fatou Diop, de vous recevoir sur ce plateau. Le roman s'appelle Le Venin du Destin. C'est publié aux éditions L'Harmattan Sénégal. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Un plaisir. Nous allons terminer cette émission avec un auteur, compositeur, interprète et réalisateur de renommée internationale. Il vient nous présenter ce soir son œuvre pluridimensionnelle dénommée Noun. Nous avons le plaisir de recevoir Ali Beta. Ali Beta, nous sommes très heureux de vous recevoir, comme d'habitude, sur ce plateau. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Vous venez aujourd'hui nous parler de Noun, mais je pense que c'est une œuvre qui est pluridimensionnelle. Il y a plusieurs... je ne sais pas si c'est une trilogie ou bien il y a plusieurs volets dans Noun. C'est quoi exactement cette œuvre? Oui, merci beaucoup Alioune. Bonjour Silla. Donc Noun, effectivement, c'est une œuvre en 3 actes, une proposition artistique en 3 gestes, parce que moi, je suis connu déjà pour être un artiste pluridisciplinaire et j'arrive pas à faire une seule œuvre dans... Chaque fois que je propose quelque chose, il y a le regard, il y a la musique, il y a le cinéma et j'essaie d'articuler. Donc pour Noun, c'est un corps qui est un espace qu'on a ouvert à Ouakam, qui s'appelle Kenou, Laboratoire des Imaginaires, un centre d'art. Un esprit qui est le manifeste coécrit avec 6 acteurs culturels, qui parlent de la culture comme arme de construction massive, qui s'appelle Nuninen. Et un album, musique de 14 titres, collaboratif avec beaucoup de musiciens du Cameroun, du Congo, du Sénégal, qui a été le fruit de mes derniers voyages ces 3-4 dernières années. Et donc, à l'image d'un être humain, avec un corps, un esprit et une âme, nous tentons d'articuler. Il est question de lier et d'articuler, déjà pour soi-même. Et puis, c'est un album, un projet qui interroge les liens et qui invite les gens à revisiter les cercles de liens. En allant au premier cercle qui est soi-même, le deuxième cercle qui est sa famille, le troisième qui est la communauté, le quatrième le quartier, le pays, la nation, le monde, l'Afrique et le monde. Voilà. On en avait parlé la dernière fois, je pense. Exactement. Noun, moi... Noun. Voilà, on dit Noun. Mais les gens, on a l'habitude, nous, de dire Noun. Exactement. Depuis toujours. Mais en Wolof, on dit Noun. Il paraît qu'en Wolof original, on dit Noun. On dit Nouninen déjà. Nouninen, exactement. Après, c'est des déformations du langage et qui finalement s'installent. Exactement. Le dernier single que vous venez nous présenter s'appelle Wagam. Tout à fait. Nous allons essayer de voir un peu de clip avec Khadi, dès que c'est prêt.
Wagame, wagame, waginanole. Wagame, 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 waginanole. Wagame, 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 waginanole. Wagame, 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 waginanole. Wagame, kono kona jema ngabo jema tigawagini. Wagame, adna vanege dana yobe. Oje mangiran rek dana sotike. Fado vere, ino jemo geno. Fado vere, ino jemo huno. Fado vere, ino jemo fike. Bugona vina na fane. Wagame, wagame, wagina nule. Wagame, 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 wagina nule. Wagame, 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 wagina nule. Wagame, 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 wagina Odetanga na jamani fevare, odetanga ni safe fani chale, odetanga bogine gorgane taye, odetanga oane chamma mugue, waga 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 we, odetanga oane fapapa waga waga me waginda waga observer mon réel avec une grande lucidité et accepter quels sont mes défis, mais enfin, je ne peux pas me réduire à la part congrue, à la part honteuse et à la part déficiente de mon rapport à la réalité. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense qu'il est temps que nous proposions au monde notre élan vital, que nous inscrivions un projet, et c'est là où l'idée de la condition humanitaire est fondamentale, que nous nous inscrivions dans un projet qui consiste à répondre à nos besoins, mais qui consiste aussi à proposer un projet civilisationnel à l'humanité, une montée en humanité, que nous ne soyons pas réduits à des problématiques de pauvreté, de manque, de déficit à gérer, et que nous tentions d'enrichir, là pour reprendre les mots de Aline Diop, la maturité et la densité de la conscience humaine. Très joli clip, hein? On parlait tout à l'heure beaucoup de jeans là. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de jeans dans le clip. On y voit les nymphes, les muses. Exactement. Oui, donc l'intention était d'explorer tout cet imaginaire panafricain, nos cosmogonies africaines, Sérère notamment, les bouts, autres. Et tout cet imaginaire, ce que ça regorge comme métaphore, comme leçon de vie, comme ingrédients, comme matériel, comme matériaux qu'on peut utiliser dans la création artistique. Et même au-delà, la culture. Justement, c'est tout ce matériel-là pour façonner un vivre ensemble qui nous ressemble. Où on arrête d'exporter des schémas qui nous viennent d'ailleurs, des imaginaires qui nous viennent d'ailleurs, et qu'on se l'approprie jusqu'à un moment où on oublie que ce ne sont pas nos imaginaires traditionnels, et on laisse de côté, j'estime, tout un grenier de trésors, et qu'on gagnerait en tant qu'artiste, mais pas seulement à explorer et à valoriser. On entend la voix de Felwine Sarr à la fin du clip. Tout à fait. Quand on vous entend parler, on se dit, mais attends, forcément, il a des liens de parenté avec Felwine Sarr. Exactement, exactement. Qui est votre grand frère? Bonjour Ali Beta. Aline Diaye l'a dit tout à l'heure, content de vous recevoir, mais moi je vais rajouter content de vous retrouver. On vous avait perdu de vue, vous étiez où?
On est là, hein. Je pense que tout le travail de cet album, de ce projet, depuis janvier 2020, nous a fait qu'on était enfermés à Ouakam. Après le Covid et tout ce qui va avec, ça nous a permis de rester concentrés, focus, à produire, à finaliser l'album, à coécrire le manifeste et à installer l'espace. Et donc, finalement, nous avons refait surface avec toute l'équipe avec laquelle on travaille le 28 novembre pour le parcours à l'occasion d'une exposition que nous avons faite. Donc, l'album est sorti le 5 décembre. Par la voix de Felwine Sarr, votre frère, Oui. vous parlez de projet civilisationnel. Exactement. Est-ce que vous pouvez revenir? On a l'impression que vous avez une certaine conception de la culture qui s'inscrit dans une certaine universalité au moment où, universalité qui rime aussi avec diversité, au moment où dans nos sociétés ou partout dans le monde, nous vivons le repli nationaliste identitaire. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui donne la pertinence de ce projet, la civilisationnelle, que vous tient à cœur? Exactement. Je pense que nous sommes à une étape où l'humanité tout entière est en crise de civilisation. On le voit. Les modèles qui existent, que ce soit le capitalisme ou autres, ont montré leurs limites. Et on est à une croisée des chemins où on se dit qu'il y a quelque chose qui se joue en Afrique. Que ce soit du point de vue démographique, la jeunesse de la population, point de vue ressources naturelles, point de vue... Voilà, il y a énormément de choses qui font que l'avenir se jouerait, semble-t-il, en Afrique. Maintenant, pendant ce temps, nos cultures, à quoi est-ce qu'elles pourraient nous servir pour ce nouveau projet? Si on doit reproduire ce que l'Europe a déjà fait, si on doit reproduire et qui a montré ses limites, nous n'apportons rien pour notre génération, en tout cas, au banquet de l'humanité. Et je pense que depuis l'aube des temps, l'Afrique a toujours apporté des choses et ne doit pas cesser d'apporter. Et aujourd'hui, nous sommes à un croisement, à un rendez-vous où nous avons, cette génération, ce monde actuel, la responsabilité de participer à créer un nouveau projet beaucoup plus juste, plus soucieux des équilibres, qui prennent en compte, en tout cas de notre point de vue, nos cultures, nos visions du monde, et sans s'enfermer effectivement, et qui puissent intégrer les acquis civilisationnels qu'on a eus, que ce soit de la science, que ce soit de l'Inde ou ailleurs, mais proposer quelque chose de nouveau et monter en humanité. Sinon, nous ne ferons rien d'autre que copier et mal copier. Tu as parfaitement raison quand tu parles des défis, parce que quand on parle du temps de l'Afrique, qui est aujourd'hui le thème à la mode, tout le monde nous chante, c'est le temps de l'Afrique, Oui. l'avenir appartient à l'Afrique. Je dis, c'est bien beau, mais ce temps de l'Afrique, c'est le temps des défis et non pas le temps du répit. Non. Nous avons des chantiers à investir. Et pour vous, je ne sais pas, quels sont les chantiers prioritaires qu'on devrait investir en Afrique? Au-delà de la culture, Oui, pour nous, en tout cas, la culture, vous l'avez dit tout à l'heure, est transversale à tous les domaines. Pour nous, toute révolution, qu'elle soit politique ou économique ou sociale, est d'abord une révolution culturelle. Donc la culture est transversale à la santé, à l'éducation, à la justice, à tous ces domaines. C'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, il est important que nos gouvernants, que la société civile, que tout le monde, qu'on puisse penser qui sommes-nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous pouvons proposer comme projet civilisationnel, déjà en commençant par le contenu des cours de notre éducation nationale, avoir le courage de revoir ça, qu'est-ce qui nous ressemble dedans, quelles sont les valeurs qui sont prônées dedans, quel est notre héritage culturel, le ndout, le boukout, toutes ces choses qui sont énormément de bagages qu'on peut intégrer dans notre projet. C'est pour cela que vous parlez d'armes de construction massive. Exactement, c'est pour ça qu'on parle de culture comme arme de construction massive, dans un contexte sénégalais où la culture est réduite au folklore, au divertissement, et on n'a pas conscience que la culture, c'est même la façon d'être, la façon de manger, la vision qu'on pose sur le monde, la façon d'être finalement, et le rapport qu'on impose vis-à-vis de l'autre. J'espère qu'on vous reverra assez vite en live. Moi, je vous ai connu. Là, je parle maintenant du musicien. Parce que vous avez plusieurs casquettes. Tout à fait. Vous êtes dans le cinéma, vous êtes dans le théâtre, vous êtes aussi dans la science ou même l'université, je devrais dire. Vous êtes sociologue, je pense, de formation. Tout à fait. Et la personne que j'apprécie parmi cette pluralité de personnalités, c'est Ali Beta en live. Parce que je vous ai déjà vu au festival de jazz, etc., dans beaucoup de concerts, où je trouve que souvent, je vous préfère même en live quand vous faites des albums. Oui, parce que je pense là, vous transcendez, vous êtes dans une autre personne. Il y a beaucoup d'énergie que l'on ne voit pas transparaître comme ça. Quand est-ce qu'on espère, en tout cas, vous revoir Bon, pour le moment, il n'y aura pas forcément de live en présentiel, mais nous préparons des live vidéo tournés qui pourront faire que ceux qui nous suivent peuvent aller sur les plateformes et découvrir cet album Nune. Tout à fait. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir. Peut-être que vous allez nous faire un petit live en attendant. Pourquoi pas en attendant que je remercie vraiment mon co-présentateur, le professeur Ivan Mossila. Vous remerciez vous aussi d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Remercier tous les techniciens de la RTS. Remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les vendredis, tous les dimanches aussi tard, à dimanche prochain, Inch'Allah.
dootu fi man sama rom duma ko baadoola baatam jógatu fi ci mim réew ci mim réew kumba am ndey bu tooñee ñu bàyyi ko kumba amul ndey tëj nañ ko ci kaso ci nim réew la xewee mim réew ci mim réew kaddu jël na ndam li jëf ju baax fete ko ginnaaw ndax yàlla dana fay wax bàyyi jëf ju baax ci jamono jee damay laajte dong ci mim réew ci mim réew benn bopp jiite réew mi waaye benn bopp tax mu doon réew ci mim réew benn bopp jiite réew mi waaye bopp ñëpp tax mu doon réew bam 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 miw réew cik 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 kaddu jël na ndam li jëf ju baax fete ko ginnaaw ndax yàlla dana fay wax jaayi jëf ju baax ci jamono jee mim réew mbedd mi moom mbeddu buur la nañ ko sàmmandoo ndax ku nekk ak sa tuur la alalu mbooloo moomuloo ko nañ ko sàmmandoo ndax ku nekk ak sa tuur mim réew benn bopp jiite réew mi waaye bopp ñëpp a tax mu doon réew ci mim réew benn bopp jiite réew mi waaye bopp ñëpp a tax mu doon réew nañu sàmm mim réew. Merci beaucoup.